Chantal Ivet a donné procuration à Martine Rosel. Philippe Ortebise a donné procuration à Rémi Boyer. Marie-Christine Gilly a donné procuration à Dominique Nouaille. Jean-Henri Boyer et Vincent Pingot ont donné procuration à moi-même. Il nous faut un ou une secrétaire de séance. Quelqu'un qui m'a supplié tout à l'heure de profiter du fait que Chantal n'était pas là. Donc je vous propose Dominique, secrétaire de séance. Ça va. Je la remplace. Alors, avant de commencer cette séance, je voudrais quand même évoquer la situation internationale. Vous la connaissez autant que moi. Un pays démocratique, l'Ukraine, est actuellement attaqué par la Russie en raison de sa volonté de vivre en démocratie. Depuis plusieurs années, lors des commémorations relatives au dernier conflit d'ampleur mondiale, j'évoque l'importance du devoir de mémoire et la nécessité de devoir être vigilant pour sauvegarder les valeurs de la démocratie à laquelle nous sommes attachés. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons l'impression d'être revenus dans une situation comparable à ce qui a pu se passer au siècle dernier. Même si les acteurs ont quelque peu changé, nous sommes face à un conflit qui concerne directement l'Europe. Les combats se déroulent à 2 heures d'avion de Paris et menacent la sécurité de toutes les démocraties européennes. Et surtout, des populations civiles sont victimes de ces actes de barbarie. Que se passera-t-il dans les jours et les semaines à venir ? Nous ne le savons pas. Mais il est bien certain que ce conflit aura des conséquences. Nous devrons certainement nous adapter à de nouvelles contraintes. Notre vie quotidienne sera probablement impactée. Dans ce climat difficile, je souhaite que les Saint-Chéronais soient unis. La solidarité sera une valeur de plus en plus importante pour faire face aux difficultés qui risquent de perturber notre vie de tous les jours. En signe de fraternité avec la nation ukrainienne, nous avons ajouté son drapeau au symbole de la France et de l'Europe sur la façade de notre mairie. Aujourd'hui, cette solidarité doit s'exercer en faveur des réfugiés qui affluent vers les pays limitrophes. L'urgence à laquelle nous devons répondre se situe à la frontière de l'Ukraine avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. Pour cette raison, en liaison avec les autres communes, les intercommunalités et le département, nous avons lancé une collecte de produits de première nécessité. D'autre part, je vous propose de rajouter ce soir une délibération à l'ordre du jour de cette séance pour attribuer une aide exceptionnelle à la Croix-Rouge qui met en place des actions de secours et d'aide dans les territoires concernés. Je suppose que vous n'aurez pas d'opposition à ce qu'on rajoute cette délibération à l'ordre du jour. Merci. Pour information aussi, on a 2 délibérations ce soir concernant le recrutement de personnel saisonnier. Donc, sur table, vous avez des délibérations qui ont été modifiées suite à des modifications d'articles de la réglementation. Premier point, l'approbation du procès-verbal du Conseil du 3 février 2022. Est-ce que vous avez des remarques, des observations ? Pour l'instant, j'en peux rien dire. Je demandais si vous aviez des remarques. Donc, j'ai reçu, comme d'habitude, des remarques de Saint-Chéron en avant, mais bon, on passera, c'est comme d'habitude. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4 abstentions. Merci. Je vais juste te dire qu'il s'abstient parce qu'on n'a pas pu exprimer notre vote correctement. Les pièces signées en vertu de la délégation de pouvoir, donc la 2022-003, c'est un avenant à la convention numéro 20-851 de mise à disposition des techniciens informatiques à temps partagé avec le CIG. Et ça pour un montant de 45 € de l'heure. La 2022-004, de signer la convention d'objectifs et de financement avec les services de la CAF de l'Essonne, donc ça c'est pour la maison des jeunes. La 2022-005, de signer le contrat d'hébergement de logiciel à un hébergement dédié avec la société
Inetom pour 1 761,46 € par an. La 006, de signer le contrat de maintenance du logiciel à l'hébergement dédié avec la société Inetom pour un montant de 660,28 €. Et alors, je crois que j'avais une question de Saint-Chiron en avant là-dessus. Oui, contrat d'hébergement et de maintenance du logiciel avec Inetom. Quel est l'objet de ce logiciel? Pourquoi ne peut-il pas être hébergé sur le serveur de la mairie, vu le coût facturé de son hébergement? Donc en fait, dans ce logiciel, il est là, c'est dans le cadre de la dématérialisation des actes d'urbanisme. Et donc, il faut un hébergement dédié pour le logiciel. C'est donc l'objet de la décision qui inclut 4 ans d'hébergement. Et ce logiciel, bien sûr, nécessite une maintenance adaptée afin de garantir le bon fonctionnement des installations pour la continuité du service public des actes dématérialisés d'urbanisme. C'est donc l'objet de la décision numéro 06. Bien sûr. Excuse-moi. Donc du coup, je vais revenir sur la 03. Je voulais juste savoir, net, j'ai dit de là. C'est 45 € de la. Ah d'accord. Non, c'est facturé, c'est une prestation. C'est une prestation. C'est un forfait, donc il n'y a pas de beauté, c'est TTC. En fait, le CIG, c'est un prestataire, donc c'est une facture de prestation, c'est pas une facture d'heure. Et quel sera le rôle du technicien informatique? Le rôle du technicien informatique. Il assure là maintenant le dépannage ici, Dans les écoles. dans les écoles. Voilà. C'est de la maintenance classique. C'est pour les écoles, a priori. Complément, c'est ça. Alors, dans les Précédemment, il y avait un autre contrat d'hébergement. Précédemment, il n'y avait surtout pas de dématérialisation des actes liés à l'urbanisme. Maintenant, c'est ce qui se fait depuis le début de l'année. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Par sécurité, il faut répondre à la question de M. Lévert, c'est par sécurité, ça s'héberge à l'extérieur de la mairie. Parce que si on héberge à l'intérieur de la mairie et que tout brûle, on perd tout. L'idée, c'est de... Alors, la 007, de signer la convention de partenariat pour une insertion publicitaire dans le bref. La 008, Pour revenir à la 007, excusez-moi, c'est en quoi cette convention s'est signée avec une entreprise particulière? c'est quelqu'un, un commerçant ou une entreprise de Saint-Chiron qui demande une insertion publicitaire dans le bref. Voilà. Quatrième de couverture. C'est en quatrième de couverture, vous avez toutes les publicités qui sont. De toute façon, la convention, elle se fait quand il y a des demandes, et puis on facture à l'entreprise le tarif qu'on a délibéré de septembre en fin d'année, certainement. Alors, la 008, c'est pour le dépôt d'une demande de permis de construire pour la création d'un préau sur structure métallique dans la cour de l'école maternelle du centre. La 008. Est-ce que cette demande de permis fait suite à une demande de l'école? Il y a combien s'élèverait approximativement ce coût d'installation, sachant que le coût du métal augmente considérablement souvent au cours de la pandémie? Et là, c'est pour ça qu'on est très. Alors, pour l'instant, moi là, j'en suis à déposer la demande de permis de construire. Pour la partie financement, on verra ça avec le budget, puisque bon, bien sûr, on ne l'a pas inventé, on ne l'a pas fait comme ça. Donc on verra à ce moment-là. Et la demande, c'était une demande des écoles aussi, puisque dans la cour, selon les conditions météo, ça c'est parfois un peu compliqué. Il y a d'abri en fait de la cour de l'école maternelle et il y a un bac à sable que les enseignants et les enfants ne veulent plus utiliser. L'idée c'est d'enlever le bac à sable, de mettre une structure au sol et de faire une couverture un peu comme le préau qui peut se trouver au centre de loisirs. J'ai une surface petite évidemment. Mais... Alors, la 09, c'est le dépôt d'une
demande de permis de démolir pour la déconstruction d'un pavillon sur la parcelle 364, 6 rue du Vieux-Châtre. Et donc ça, c'est suite à la préemption que nous avions votée au mois de décembre, si je me souviens bien. Donc maintenant, on va démolir la maison. La 010, de signer le contrat d'engagement avec la société Esprit Rock'n'Roll pour la prestation musicale du samedi 2 avril 2022 pour un montant de 4 747,50 € TTC. Et ça, si je me rappelle bien, c'est la soirée disco. La 011, signer le contrat d'engagement avec l'association Les Arts Bleus 75 pour la prestation musicale du dimanche 27 mars 2022 pour un montant de 980 € TTC. Et si je me souviens bien, c'est le spectacle consacré à Barbara. Combien d'heures ça dure? 1 heure et demie à peu près, mais c'est pas que des chansons, hein. Il y a un comédien qui resitue la vie de Barbara en fonction de ses chansons, etc. Et il y a 2 musiciens. Ensuite, la 012 et la 013, donc c'est la location d'un logement communal situé 8 impasse Vauvilliers pour un montant de 440 € hors charge. Alors là, je pense que oui, il y a une question. Location d'un logement communal au 8 impasse Vauvilliers. Quel était l'objectif de la location de ce logement communal? Est-il vide ou occupé actuellement? J'ai du mal à comprendre la question. Puisque la location, si on loue l'appartement, c'est pour qu'il soit occupé et pour pouvoir avoir des recettes. Et donc actuellement, l'appartement, il est là. Donc s'il n'y a pas d'autres questions sur les décisions. Si j'ai bien compris, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est sur le point 13, pourquoi s'annuler et remplacer? Parce qu'il y avait une erreur, c'était une erreur sur la décision elle-même, et c'était juste une correction. Donc les décisions, on va passer à l'ordre du jour proprement dit. Le premier sujet, le débat d'orientation budgétaire 2022 concernant le budget principal de la commune. Et je vais laisser la parole à Madame l'adjointe aux finances. Bon. Donc, le budget primitif de la ville de Saint-Chéron sera soumis au vote du prochain conseil municipal. Mais comme la loi le prévoit, un débat d'orientation budgétaire a lieu au conseil municipal dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. C'est l'article 23.12.1 du Code général des collectivités territoriales. Le contenu du DOB, c'est une présentation du cadre général de la préparation budgétaire, notamment les conditions de son équilibre. Et en aucun cas, on a entré dans le détail des différentes inscriptions. Ça reste à ce stade soumis à arbitrage, bien évidemment. Donc en fait, le débat d'orientation budgétaire, c'est la première étape du cycle budgétaire. Alors, les choix et les objectifs que nous retiendrons doivent évidemment intégrer les sommaires les éléments macroéconomiques qui vont déterminer l'évolution de nos capacités financières. Notre collectivité doit poursuivre l'action engagée les années précédentes en maintenant un contrôle des dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement suffisant pour pouvoir atteindre un niveau d'investissement nécessaire. Le présent document, comprend donc le contexte macroéconomique international et national, le projet de loi de finances 2022 et la commune, avec la situation de la commune et les lignes directrices pour élaborer le budget 2022. Contexte économique. Dans la première partie, je vais vous parler du contexte international et national. Alors, mes éléments sont basés sur le décembre-janvier, donc évidemment, je pense que malheureusement, dans les mois qui vont suivre,
Les éléments vont être un peu modifiés, mais je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Donc, je donne les éléments tels que je les ai eus il y a quelques semaines. Donc, la crise sanitaire d'ampleur mondiale, qui a débuté en 2020, s'est poursuivie en 2021, mais a largement été maîtrisée dans les pays développés. Ouverte en Chine, puis aux États-Unis et enfin en zone euro, la phase de rattrapage de l'activité perdue au cœur de la crise sanitaire s'achève dans le même ordre. La plupart des économies devraient rejoindre d'ici fin 2022 leur rythme tendanciel de croissance pré-Covid. Vous m'excuserez, mais il va falloir que j'enlève le masque, sinon je ne vais pas pouvoir respirer le là. La perte de PIB qui restera alors par rapport aux niveaux attendus avant crise coûtera au moins à court terme les forces inflationnistes. Oh là là, je n'ai même plus le mot en plus, inflationnistes. C'est terrible. Les capacités de production ayant été préservées durant la récession au prix d'une hausse de l'endettement public et privé. La crise mondiale, après un rebond de 5,6 en 2021, resterait donc soutenue à 4,5 en 2022, avant de ralentir à 3,2 en 2023. À l'échelle européenne, l'économie devrait croître de 5,2 pour 2021 et de 4,3 en 2022, de 2,5 en 2023. C'est pareil, je le rappelle, je ne suis pas sûre qu'on puisse tenir cette courbe. La France, alors, verrait sa croissance passer à 6,8, mais moi mes chiffres datent de fin décembre, en janvier on a vu ça soit plutôt 7. Et à 4,2 en 2022, soit une reprise économique les plus fortes de la zone euro, après une récession des plus massives en Europe, on a eu moins 8,1% en 2020. Pour l'Italie, respectivement, en progression de 6,3% pour 2021 et 4,6% pour 2022. L'Allemagne, elle a subi de son côté des pénuries de matériaux clés pour son industrie et voit sa prévision de 2022 à 4,1%, mais se stabiliser à 2,9% pour 2021. Pour sa part, le Royaume-Uni devrait connaître une hausse de son PIB de 6,9 en 2021 et 4,7 en 2022. Du côté des États-Unis, des prévisions de croissance de 5,6 en 2021 et 3,7 en 2022. Là, en Asie, la Chine entrevoit une croissance à 8% pour 2021. Je n'avais pas les éléments pour 2022. Le projet de loi de finances 2022. Le PLF, après 2 années particulières, caractérisées par un plan de soutien massif de l'État à l'économie, le projet de loi de finances pour 2022 s'inscrit dans une démarche de normalisation de la dépense publique, afin notamment de se rapprocher des engagements pluriannuels pris en début de mandat. Le quoi qu'il en coûte a effectivement mobilisé de manière inédite les finances publiques, appelant aujourd'hui à une extinction progressive des dispositifs d'urgence. Les engagements du PLF 2022 poursuivent ainsi un objectif de croissance durable afin de garantir la soutenabilité budgétaire de l'État. Cette loi de finances préélectorale n'introduit donc pas de bouleversement majeur pour cette année 2022, mais laisse néanmoins présager des évolutions importantes pour les prochaines années, car sans maintien d'une croissance forte, les ambitions de réduction du déficit de l'État apparaissent menacées. Pas de bouleversement majeur pour les collectivités. La DGF donc restera stable en 2022 avec 18,3 milliards d'euros pour le bloc communal et 8,5 pour les départements, soit un global de 26,8 milliards d'euros. Progression de la péréquation, la dotation solidarité rurale et la dotation solidarité urbaine augmenteront chacune de 95 millions d'euros sur 2022, contre 90 en 2021. Les dotations de péréquation des départements progressant de leur côté de 10 millions d'euros. Il faut rappeler que ces hausses sont entièrement financées par les collectivités elles-mêmes. La croissance de la DSR et de la DSU est ainsi permise par l'écrêtement de la dotation forfaitaire d'une majorité de communes. Et la dotation de compensation de l'ensemble des intercos. Ensuite, sur le soutien à l'investissement. $1,046 milliard et 150 millions d'euros sont inscrits dans le PLF, respectivement pour la dotation d'équipement des territoires ruraux et pour la dotation politique de la ville. En parallèle, environ 500 millions de dotations de soutien à l'investissement local
devrait être décaissé en 2022 au titre du plan de relance. Le PLF prévoit également un nouvel abondement exceptionnel de la DSIL à hauteur de 350 millions d'euros, fléché vers les contrats de relance et de transition écologique, le CRTE. La réforme des indicateurs financiers est aussi des mesures phares du PLF 2022. En effet, la suppression de la taxe d'habitation transforme en profondeur le calcul des indicateurs financiers, potentiel fiscal, potentiel financier, effort fiscal agrégé, le CIF, des communes et des ensembles des intercos. Non, il n'est pas le CIF. Bientôt, ça viendra. Ces indicateurs sont utilisés pour les communes dans le calcul de la DGF. Dans toutes ses composantes, donc dans le FPIC, dans le FRIF, mais aussi pour l'ensemble des péréquations locales. Les contributions obligatoires, le DSC, enfin bref. Ces indicateurs donc, financiers qui entrent en compte dans notre calcul de nos dotations sont réformés dans le sens de conclusion des travaux qui ont été menés par le CFL. Cela signifie notamment que le potentiel fiscal communal inclura de nouvelles impositions, comme les droits de mutation, les titres onéreux, les taxes des pylônes électriques, ce qui fait que pendant les premières études, les potentiels fiscaux évolueront en moyenne de 5 à 6% dans une tranche de 1,5 à 18%. Donc, ces variations auront progressivement un impact plus ou moins important, notamment sur le calcul de nos contributions, le FPIC et le FRIF, sur le calcul de la DGF et de son équipement et sur l'éligibilité de certains dispositifs. Donc, ça ne va pas trop changé sur 2022, mais pour les années qui vont suivre, ça va être important de voir quel est l'impact pour Saint-Chéron. Donc cette réforme des indicateurs pouvant venir perturber les équilibres internes de façon sensible, elle prévoit une mise en place d'une fraction de correction qui va neutraliser en 2022 les effets de cette réforme. Et il y aura un lissage donc jusqu'en 2028. Donc cette année on n'aura rien, mais les années suivantes, il faudra avoir. Alors le point d'attention en plus, c'est que l'ensemble de ces dotations sera impacté à compter de 2023. Mais on n'aura que les éléments que cet été, puisque pour l'instant rien n'est encore affiché. Dans les positions PLF 2022, on a aussi la fin des contrats Cahors, qui encadraient en fait les dépenses des grosses collectivités. Bon, nous on n'a pas été concernés, mais ça y est, c'est terminé. On va avoir autre chose après, mais pour l'instant c'est fini. Perspective des taxes locales. La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés sera encore réduite après une première étape en 2021. Ces ménages bénéficieront en 2022 d'une exonération de 65% et ce sera supprimé pour les résidences principales, bien évidemment, en 2023. À noter, l'actualisation des bases d'imposition sur 2022 correspondant aux résultats de l'évolution des indices des prix entre 2020 et 2021, on devrait avoir une revalorisation de 3,4% de nos bases. Les perspectives au niveau des ressources humaines. Alors toujours, le point d'indice de la fonction publique est toujours gelé depuis 2017. On aura l'augmentation du SMIC comme toutes les entreprises. La prime pouvoir d'achat, 100 €. Les charges sociales, elles, ne bougeront pas. Par contre, nous aurons, et nous serons concernés, un relèvement du minimum de traitement de la fonction publique des agents de la catégorie C en début de grille indiciaire. Situation de la commune. Alors, si le contexte économique apparaît favorable à l'instant T, rien n'autorise à le penser pérenne à moyen terme. Plusieurs signaux imposent de la prudence dans les perspectives financières. Une croissance générée par le contexte de la forte reprise économique, donc principalement conjoncturelle. La reprise induisant une inflation croissante tirée par des prix de matières premières, notamment l'énergie. Des politiques monétaires extrêmement accommodantes, conduisant à des taux d'intérêt réels décolérés de la croissance et de la hausse des prix, favorisant une bulle spéculative. La situation sanitaire restant extrêmement incertaine.
l'explosion de l'endettement public qui ne saurait être sans conséquence sur l'action publique. Voilà, j'ai fait trop vite. Hein, voilà pour les éléments. Hop, je repasse là. Donc, moi, je vais vous parler des éléments du fonctionnement, les recettes de fonctionnement pour la commune. On a donc entre 2020 et 2021 186 K €, soit 4%, outre les produits exceptionnels, malgré nos recettes qui ne sont pas encore au niveau de 2019, puisque on n'a pas récupéré la crise Covid complètement. Pour le périscolaire, le conservatoire et les locations de salles, on a encore moins 42 K € par rapport à 2019. On a donc des produits exceptionnels. Des produits exceptionnels de plus de 300 K € comprenant entre autres un remboursement d'assurance 150 K € et la vente de terrain sur le site de la ZAC 119 K €. Une diminution des charges, moins 15 K € pour les remboursements d'assurance congé maladie. Une augmentation des produits de service, plus 105 K €, 34% pour cantine périscolaire et conservatoire, mais comme je vous l'ai dit plus haut, pas encore au niveau de 2019. Une augmentation des impôts et taxes, plus 120 K €, 4%, due en partie à la fiscalité locale, malgré nos taux qui sont restés à l'identique depuis 2018. L'actualisation des valeurs locatives par la loi de finances et de nouvelles constructions nous ont amené 46 K €. Le FRIF, la péréquation transversale, plus 30 K € et 42 K € de reprise des ventes depuis la crise. Une diminution des dotations, au total moins 20 K €, moins 2% malgré un complément de la DSR de 22 K €. En effet, les compensations au titre des exonérations taxes foncières, plus 42 K €, n'ont pas suffi à la perte des compensations taxes d'habitation, moins 68 K €. Et on a moins de 9 K € sur la carte, puisqu'on n'a pas tout fait toutes les prestations avec les scolaires. Les autres produits de gestion, moins 3 K €. Dû à la crise sanitaire, on a eu moins de location de salle. Voilà pour le fonctionnement, les recettes. Les dépenses. Au global, des dépenses réelles qui ont augmenté de 3,8% par rapport à 2020, mais des comparaisons difficiles avec un début de reprise post-Covid sur 2021, au niveau scolaire, des repas plus importants qu'en passé, la garderie. Le chapitre 11, plus 156 K €. Donc la restauration scolaire et le PPS, plus 82 K € dû à la reprise Covid. L'eau, plus 24 K €. Nous avons eu 2 fuites importantes sur 2 sites. L'énergie et l'électricité, moins 27 K €. Fourniture, moins 25 K € dû au coût des masques, moins conséquent qu'en 2020. Petit équipement, plus 10 K €. Des renouvellements de blocs de secours et disjoncteurs, plus des dépenses espaces verts et voirie, plus conséquent. Fourniture de voirie, 8 K €, quantité de thé verglaçant, plus conséquent. Contrat de prestation, plus 6 K €, migration du serveur. Entretien voirie, plus 15 K € et la gage suite à l'étude phytosanitaire. Réparation des réseaux, moins 20 K €. Baisse des travaux extraordinaires sur l'éclairage public. Matériel roulant, plus 16 K €. On a eu de grosses réparations de matériel espace vert. Frais divers, plus 7 K €. Activité maison des jeunes, plus importante. 10 K € d'honoraires à faire en cours. Fêtes et cérémonies, plus 23 K €, reprise des animations. Publication, plus 7 K €, une année complète pour le bref, ce n'était pas le cas l'année dernière. Frais de transport collectif, plus 7 K €, transport scolaire pour Udolia, une année entière, et transport de classe supplémentaire pour le convoi. Au chapitre 12, plus 21 K €. Donc, ce poste n'a pas augmenté autant que prévu. Au BP, on avait mis plus 53 K €, car les tuilages et certains postes n'ont pas été pourvus.
La progression de 1%, soit 21 € correspond simplement à l'intervention CIG pour le diagnostic risques psychosociaux et les primes Covid. 5 € en plus pour le FPIC, donc dans le 65, de charge de gestion courante. Au chapitre 14, atténuation de produits, plus 5 €. Le FPIC, non, c'est pas le FPIC, je dis une bêtise. Le 65, c'est les subventions en fait qui n'ont pas été distribuées aux associations dues aux annulations de projets. Et la subvention du syndicat de l'Ange qui a été moins importante que les autres années, puisque à la fusion des syndicats, nos subventions étaient beaucoup plus faibles. Je passe donc aux charges financières, moins 9, j'ai bien H, mais c'est un K, €. Ce sont donc nos intérêts qui diminuent. Et dans les opérations d'ordre, on retrouve, en plus des amortissements, la cession de terrain et des amortissements exceptionnels. Voilà pour les dépenses. Donc un autofinancement toujours conséquent, un taux de CAF brut bien au-delà du recommandé, qui est donc, le recommandé c'est 12%, comme vous voyez nous on a 15, 20, 21, 20 et 22% pour 2021. En termes d'analyse rétrospective, l'autofinancement donc dégagé est suffisant pour faire face à un remboursement de capital d'emprunt. Sur ce graphe, vous voyez donc les dépenses en rose, non, les recettes en bleu et la CAF est en vert. On voit que vos dépenses remontent au niveau de 2017, mais on a des recettes supérieures à 2017. Au cours de la dette, pas de recours à l'emprunt pour 2021, des intérêts en baisse de 44% sur 5 ans, une dette qui a diminué de 37%. On arrive donc à fin 2021 à 1 778 000 €. La structure de la dette, elle est constituée donc de 100% à taux fixe. La capacité de désendettement est de 2 ans, elle ne doit pas dépasser 12. Donc nous sommes largement bien. L'investissement maintenant, les recettes, un total de recettes d'environ 300 €, donc 86 € de DETR. Nous avons eu une subvention de l'État d'éducation nationale pour 15 €. L'aide à la relance à la construction durable, 6 €, la taxe d'aménagement, 41 € et notre FCTVA de N-1, 140 €. Des dépenses, des investissements toujours soutenus, 1 216 000 € en matière d'équipement, d'aménagement et de rénovation de nos patrimoines. 2021 a vu entre autres des frais d'études et honoraires pour 38 €. Donc on a eu des études pour la réhabilitation de nos bâtiments, des licences, des logiciels. 21 € de terrain et plantation suite à l'audit. Pour les écoles, 117 €. Un diagnostic amiant dans les écoles avec le remplacement des sols. Des écrans numériques pour le pont de bois. Complément mobilier pour la classe pont de bois. Chaudière cantine pont de bois. Peinture classe pont de bois et aménagement porte extérieure. Donc nous sommes focalisés sur le pont de bois. La rénovation de patrimoine et travaux de mise en conformité, 251 € avec la réhabilitation de logements communaux, réparation et rénovation de bâtiments rue des écoles, centres techniques, musées, climatisation maisons médicales et mise en conformité des bâtiments communaux et les écoles. L'éclairage public, 82 €. On a fait une bonne partie de quartier, donc vous avez la rue du Guet, la rue des Carrières, le chemin des Bois des Roches, la rue du Clair de Lune, le chemin des Champs-Queux, le Fief, le Guimard, rue Richardian et le parc mairie. Nous avons aussi fait voirie et trottoir, 110 €. Je vous laisse lire les rues, vous en faites quand même quelques-unes. On a fait aussi du renforcement et de la création de vidéos pour 8 €. Du matériel, services techniques et sécurité pour 39 €. Du matériel informatique, immobilier de bureau, visio et communication pour 49 €. Pour la refonte du site internet, on a fait le point cap et la visio, le conseil municipal.
Voilà pour ce qui s'est passé sur 2021. Et une directrice maintenant du projet de budget pour 2022. Donc cette partie a pour vocation de présenter les grandes tendances structurantes du budget de la collectivité pour l'exercice 2022. Le budget traduira les orientations politiques décrites ci-dessus et s'appuie sur une stabilité des impôts directs et une maîtrise des coûts de fonctionnement pour préserver la capacité d'autofinancement de la commune sur le long terme. Il sera également imprégné par la politique municipale, notamment au travers de son programme d'investissement. Les dépenses devraient être globalement stables. Des mesures nouvelles pour 15 € avec des contrats supplémentaires de maintenance, climatisation, maison médicale, défibrillateurs, les écrans connectés dans les écoles et les travaux de renforcement de poteaux incendie, entre autres. Le fonctionnement, donc les dépenses, au chapitre 011 à caractère général, il diminuera de 2% malgré les mesures nouvelles. Entre autres, l'accroissement du prix de l'énergie, on a rajouté plus 30% avec les éléments que nous avons à ce jour. L'augmentation des achats de prestations de services due à la révision du prix du prestataire et la croissance du nombre de repas. La situation sanitaire reste stable. Si la situation reste stable, évidemment. Les dépenses d'eau revenant à la normale. En 2021, comme je vous l'ai dit, on a été impacté par des fuites d'eau importantes. Les prix des masques qui ont énormément diminué. Et les travaux extraordinaires devraient également baisser de manière significative avec la rénovation de l'éclairage public. Au chapitre 12, les charges de personnel, c'est évalué à 2 462 €, soit une évolution de 6%, dont des obligations légales pour 2% énoncées plus haut, de nouvelles créations de postes et des compléments de salaire dus aux élections de 2022. Donc on a un poste DRH pour 38 €, un poste animateur maison des jeunes pour 31 100 €, mais subventionné à 50% par la CAF. Le relèvement du minimum de traitement des agents de la catégorie C, donc, pour 42 500 €. La prime pouvoir d'achat, 6 200 € et les élections, 10 000 €. On attend en recette donc 22 000 € pour et la CAF et la prime de pouvoir d'achat. Le chapitre 014, atténuation du produit. Le FPIC sera noté pour un montant réalisé en 2021, 66 €. Le 65, autres charges de gestion, les subventions aux associations au même niveau que budgété en 2021. Le 66, charges financières, 38 € de remboursement des intérêts d'emprunt, une diminution de 20%. Et là, je vous note, suivant l'article de loi de 2018, l'évolution des dépenses de fonctionnement prévisionnelles. Je vous laisse lire les chiffres, 2021-2026. L'approbation est de 2019 demandée par l'État. Ensuite, les recettes de fonctionnement, donc elles seront gérées au plus précis de nos éléments en cours, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir tout de l'État à ce moment précis. On aura des choses au 15 mars, au mois de juin, donc on essaye de faire avec les éléments. Les produits et services donc, seront montés en hausse du fait d'une situation sanitaire différente, plus de redevances à caractère culturel et périscolaire, hein, c'est le conservatoire et études et restauration. Les impôts et taxes, maintien à l'identique des taux des taxes municipales. La hausse prévisible des recettes liées à la fiscalité directe sera uniquement due à une augmentation mécanique des bases, plus 3,4%, qui est donc a priori annoncée. Nous, sur le budget pour l'instant, tant que nous n'avons pas le 12,59, on restera à 2%, mais si on a le 12,59 avant le budget, on vous dira. Les droits de mutation, les ventes, nous resterons prudents. Nous inscrirons 27 € de moins que le réalisé 2021, soit 270 €. Et le FRIF, pour l'instant, sera noté par prudence à 40 €. Les dotations de l'État seront inscrites au-deçà de la réalisation de 2021, en attente des compensations toujours en baisse ces dernières années. Les autres produits resteront stables. L'investissement.
La commune, en outre de la perspective sur le mandat après 2 années particulières dues au Covid, ce qui autorise à engager une réflexion proactive sur l'investissement. L'objectif de notre municipalité est d'investir, préparer la ville aux enjeux de demain avec des actions qui seront menées sur plusieurs années, avec des objectifs clairs. Lutter contre les dépendances énergétiques, donc rénovation des bâtiments et éclairage par LED. Moderniser les locaux d'accueil des associations dans le domaine social, culturel ou sportif. Prévoir les aménagements dans la perspective de l'accroissement futur de la population, principalement les pareils de l'ingénieur, agrandissement de la bibliothèque et création d'une médiathèque, création et aménagement scolaire au convoi dans un premier temps. Par le biais donc, de la mise en place d'une dynamique d'emprunt en restant à une capacité désendettement dans la limite du seuil de vigilance de moins de 10 ans. La bonne santé financière de la collectivité laisse apparaître de bonnes marges de manœuvre permettant ce recours à l'emprunt sans dégrader les équilibres. L'année 2022 sera centrée sur le départ de travaux d'envergure, de réhabilitation et de rénovation de l'éclairage public communaux afin de réduire notre impact carbone et nos coûts énergétiques, mais aussi la mise en œuvre d'études pour les sites suivants. Aménagement et réhabilitation de l'espace 6 séries, construction et aménagement scolaire au pont de bois suite à l'acquisition du terrain bâti à côté du site. Les recettes. Donc les investissements seront financés grâce à notre autofinancement prévisionnel, mais aussi le FCTVA de l'année N-1, soit environ 120 €. La taxe d'aménagement sera inscrite au même niveau que 2021. Des subventions liées à nos projets et un recours potentiel à l'emprunt en fonction des besoins. Différents projets donc, seront inscrits au budget. S'ajoutera une enveloppe complémentaire sur l'année pour les investissements récurrents et nécessaires au fonctionnement et au développement bien évidemment du service public. Donc on aura des travaux de voirie et réfection de trottoir, dont la deuxième phase du coteau nord, 90 €, et la réfection de l'impasse Mobilier. La rénovation et renforcement de l'éclairage public sur 2 ans, coût global 480 €, pour terminer la quasi-totalité de la rénovation. La continuité du programme informatique ainsi que le programme de mise en conformité des bâtiments communaux, 35 € pour l'ensemble de ces programmes. Suite au diagnostic amiante, remplacement des sols du pont de bois, 34 €. Un aménagement du cimetière, création de cavernes et de cases pour columbarium, 57 €. L'évolution du bâtiment du groupe scolaire pont de bois, 40 €. Reconstruction du préfabriqué au pont de bois, 260 €. Je vois la mise en audibilité des traversées piétonnes, 15 €. Des frais d'études et de MO pour la réhabilitation et la construction de bâtiments communaux, 190 €. La liste bien évidemment définitive des opérations sera présentée lors du budget 2022. Alors là, c'est pareil, on nous demandait l'évolution de la dette 2022-2026, donc je vous laisse lire avec les annuités et les intérêts capital dus. Ils ont fini pour la commune. Merci pour ce rapport, qui est complet. Donc, comme il s'agit d'un débat, vous avez le droit d'avoir des remarques, des observations, des questions. Moi, ce que je voudrais d'abord dire là-dessus, c'est surtout que la situation de la commune est financièrement bonne. Et ça, c'est grâce au travail qui a été effectué depuis pas mal d'années déjà. Là, je me tourne vers celle qui était à ma place pendant un certain temps, parce que c'est vrai que c'est un travail qui a été fait depuis longtemps, de diminuer la dette. Et je pense que c'est un moment important, puisque justement maintenant,
avec en particulier la nouvelle population qui arrive, le fait d'avoir une situation comme celle-là va nous permettre d'investir plus. On sera obligé d'investir. Et tout en ménageant la capacité pour faire tout ce qu'on fait habituellement. Ça, c'est important et je pense qu'il faut le souligner. Pas de questions? Question. Je voulais savoir pour les deux sites où il y a eu des fuites, est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Il y a eu des fuites d'eau et quand on l'a découvert, c'était trop tard. D'où l'intérêt, parce qu'on a déjà eu des discussions sur l'utilité de la télé-relève. Si on avait eu ça à ce moment-là, on n'aurait pas eu des fuites aussi importantes. On l'aurait vu avec la télé-relève. Ça, c'est valable aussi pour nos administrés. La télé-relève, c'est très utile pour ça. Les deux sites en question, il faut savoir lesquels sont. Le marché, ouais, et puis la maison des associations. C'est un débat, je pense qu'il faut y aller, je crois, parce qu'autrement, voilà, ça va être un peu tristouné. D'abord, je voudrais te remercier, Brigitte, pour, en tous les cas, ton débat d'orientation qui est en effet très complet, et comme l'a annoncé Jean-Marie, on a plutôt une commune en bonne santé, et ça, c'est une bonne chose. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'il faut quand même qu'on parle du national, parce que, et tu l'as dit au début de ton débat, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais je crois surtout, c'est qu'on a eu 3 crises. On a eu d'abord les gilets jaunes. Ensuite, la pandémie, on pourrait croire que c'est oublié, mais je peux vous dire qu'elle est bien présente encore, en tous les cas, dans les comptes, etc. Tu veux que j'enlève ça? Non, mais elle est présente là. Ah oui, elle est présente là, oui. Elle est présente là, oui, c'est au niveau du masque. Mais c'est raison, je vais quand même en profiter pour l'enlever aussi. Voilà. Moi, j'en ai profité quand même pour écrire aussi des petites choses. Il faut savoir quand même que l'impact de la pandémie a changé aussi notre façon de voir les choses. Hein. On a bien vu que même les Parisiens sont descendus chez nous, ce qui fait que ça augmente aussi la population. Et comme tu l'as dit, Jean-Marie, il va falloir penser en effet à agrandir. Et c'est pour ça que je vois qu'il se frotte les mains. Mon collègue à côté de moi au niveau des écoles, mais tant mieux, c'est plutôt une bonne chose qu'on voit la jeunesse aussi arriver chez nous. C'est ce qui fait vivre aussi les communes. Moi, je voudrais dire que il y a quand même des risques qui pèsent sur la fiscalité. Ça, je pense qu'il ne faut pas le dire, économique, ou les dépenses qui en résulteront, de nouvelles exigences aussi des citoyens. On voit bien que ça a changé. J'irais à un monde respectueux un peu plus de l'environnement. Et on voit bien que vous changez vous aussi au niveau de l'éclairage, etc. Et ça, c'est important de le dire. Sa richesse patrimoniale aussi. Et ça, c'est pas si vieux que ça. Je me rappelle qu'il y a ça quelques années, le patrimoine, on s'en fichait un petit peu, alors que là, on rénove tout. Et c'est important aussi qu'on n'oublie pas l'histoire de nos villes, de nos villages. Ça, je trouve que c'est important. Une nécessité de redressement des comptes publics. Là, je sais pas où on va. Bon courage. Bon courage. Je crois que on a un endettement de 1000 milliards. Donc, je sais pas comment on va faire. Et on parle très peu du redressement de la sécurité sociale. D'accord, on n'en parle plus, mais n'empêche que si on veut avoir encore la sécurité sociale qui fonctionne dans les années à venir pour nos jeunes, il faudra penser aussi au redressement de la sécurité sociale, et ça, on n'en parle pas du tout. La perspective aussi d'une réduction des inégalités de nos territoires. C'est pour ça qu'il y a le fameux SPIC. Moi, je trouve ça injuste, mais bon, c'est ma position, mais je crois que tu as la même position que moi là-dessus. On est nombreux à la partager. Hein, je crois aussi. Non, je ne peux pas dire ça. Voilà. Pas dire ça. Ah oui, voilà. Mais toi, bon, moi, en tout cas, voilà, j'ai toujours trouvé ça injuste dans le sens où c'est une commune qui gère bien sa. C'est ça qu'il faut être capable de mettre en avant. Qui Voilà. implique sur le fond, mais c'est injuste, c'est de pénaliser Pénaliser les par communes. rapport à ceux qui gèrent mal. Voilà, tout à Et fait. qui implique pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est ça. Mais malheureusement, voilà. c'est ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que je trouve ça que c'est injuste. Voilà, la gestion des déchets, alors ça, Jean-Marie, je crois que là-dessus, Ça, t'en c'est connais un pareil. rayon. Je le dis et je le répète, je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, j'ai réuni les délégués de la TCDH au Tirelum.
leur ai dit qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions, parce que bon, il y a eu des problèmes avec le Ciredom, mais même quand les dettes du Ciredom sont épongées, il faut se faire aucune illusion, le coût de traitement des déchets est en train d'exploser et va exploser dans les années à venir. Tout simplement, entre autres, avec la TGAP, on va donner un exemple. En 2021, pour l'enfouissement, c'était 30 € par tonne. En 2025, on sera à 65 €. Donc, de toute façon, le coût des déchets ne diminuera pas. Pareil, on évoquait aussi tout à l'heure le coût de l'énergie. L'énergie, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions, avec tout ce qu'on va entreprendre comme travaux sur l'éclairage public, sur des choses comme ça, si on arrive à maintenir les coûts, ça sera déjà bien. Ce sera difficile. Non, mais c'est Maintenir sûr, les- c'est sûr. Bah bon, si on fait un résumé de tout ça, c'est que le monde, malgré la crise sanitaire qui aura accéléré la transformation, en tous les cas, je trouve que ça avance à grande vitesse et ça va être compliqué. Et puis enfin, et tu en as parlé un petit peu, Brigitte, c'est cette crise qui arrive aussi russo-ukrainienne. Voilà. Alors, oui, Européenne. pour l'instant, pas européenne, puisque c'est à la porte de l'Europe, puisqu'ils ne font pas partie de l'Europe, mais bon, en tout cas, c'est à la porte. On sait que certaines des entreprises et aussi le monde de l'agriculture, on n'en a pas trop parlé, mais voilà, là, je sors justement de, comment ça s'appelle, du salon d'agriculture, et j'ai discuté avec les agriculteurs, et bien sûr qu'ils sont inquiets par rapport à ce que ça va engendrer. Et nos entreprises, alors là aussi, on va aider, en tout cas l'État va aider, mais donc on va encore s'endetter un petit peu plus, et on parle de solidarité, c'est là où je voulais en venir. Et qui dit solidarité, je pense que tout le monde va être obligé d'être solidaire, c'est-à-dire même les communes. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en 2023 avec cet endettement qui va continuer à croître en tous les cas. Et je pense qu'il faut être conscient de ça. Et tu as employé un mot, et je te rejoins complètement, c'est prudence. Voilà, parce qu'on ne sait pas où on va là-dessus. Voilà, donc Jean-Marie, tu as parlé d'électricité, de gaz, en effet, tout ça, ça va bien augmenter. Et je ne sais pas comment dans un avenir très proche, hein, moi je dirais, après les élections, voilà, ça va être très très rapide. Et on aura certainement quelques petites surprises et ça apportera certainement quelques soucis dans les communes. Et je dirais surtout au niveau des inflations dans certains secteurs et notamment dans les marchés des travaux. Donc comme c'est vrai que voilà, vous avez quand même pas mal de projets là-dessus. Et il faudra bien sûr en tenir compte. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste apporter ces petites précisions. D'autres interventions? Je voulais juste savoir si vraiment c'est bien vu que la mairie qui prend en charge le matériel et le personnel, parce qu'il me semblait qu'on avait une subvention. Nous, on était subventionnés en partie. Nous, on a une subvention en partie. Le point 4 ici. En partie, donc. Et le C'est pas intégral. Non, c'est pas C'est pas intégral. Comme toutes les subventions, il nous reste toujours à chaque fois 20%. Hein, de subventions. c'est ça. J'avais besoin d'un- Une autre question, ça serait sur quels sont les honoraires dont on parle en page 6 et qu'est-ce que veut dire l'affaire qui est en cours. Il y a des affaires en cours. On a toujours, avec l'urbanisme, on a toujours des gens qui déposent des dossiers. Donc, on a toujours des affaires en cours. litiges. Il y a des litiges, il y a toujours des litiges. Les permis de construire qui ont été refusés, qui Oui, sont attaqués, voilà. dès qui ont été accordés, qui sont attaqués aussi d'ailleurs. Des provisions qui sont faites au fur et à mesure. Après, Donc, les honoraires, c'est un avocat qui défend les dossiers en justice. Dans la manière où c'était formulé, on ne comprenait pas. Les honoraires en mairie, il n'y a pas grand-chose, hein, à part un avocat qui nous défend. Non, on n'a pas d'autres honoraires. Mais... Ça, c'est évident. C'est une question. Ah oui, j'ai une série de questions de Saint-Cheron la première, de quel sinistre provient le remboursement assurance de 150 €? Alors, le remboursement de 152 919,46 pour être précis provient du remboursement du service incendie survenu au préfabriqué de l'aumônerie en 2017, si vous vous souvenez tous. Ensuite, qu'est-ce qu'on Autre a question, quel est le montant de la dette par habitant à fin 2021 à Saint-Cheron?
Alors, la dette par habitant sur la commune de Saint-Chéron s'élève à 401,10 € au 31/12/2021. Non, pour les mêmes communes de la strate, ce ratio s'élève à 802 €. On retrouvera donc toutes ces informations sur le CA 2021 qu'on aura au prochain conseil municipal. Quel est le pourcentage d'investissement du budget total de la commune à fin 2021 et prévisionnel pour 2022? Alors, les dépenses d'investissement représentent pour 23,99% des recettes réelles de fonctionnement 2021 et sera à peu près à 27% pour le début 2022, qui n'est pas encore arrêté définitivement. Quel est le montant prévisionnel total du budget d'investissement sur le mandat actuel? Alors, le mandat 2020-2026 qui débute seulement et déjà 1 782 000 € ont été investis dans la commune. Le montant prévisionnel des investissements communaux au global sur le mandat est estimé à 9 500 000 €, sous réserve bien évidemment de possibilités budgétaires, des subventions accordées et la stabilité de dotation de l'État. Donc voilà, on a des projets, mais il faudra qu'on le fasse avec nos moyens. Quelle est la répartition financière des investissements prévus pour 2022, cité page 10? Justement, si vous avez lu page 10, il y a la liste définitive des investissements qui seront donc arrêtés sur le vote du budget, mais on a indiqué sur le ROB les principales mesures, et c'est déjà noté au global 961 €. Je vous ai donné en détail. Pour quelle raison toujours aucun investissement pour la future déviation de Saint-Chéron, qui va devenir plus que indispensable avec l'arrivée des nouveaux habitants aux prairies de la Junière et pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes? Pour l'instant, moi, les attentes des nouveaux habitants, je ne les connais pas encore parce que je ne les ai pas encore vus. Donc, je vais rappeler, mais c'est pas nouveau, tout le monde le sait, hein, le centre-ville est traversé par une route départementale qui est considérée comme un axe structurant. Et la déviation, s'il y avait que la commune pour décider, c'est une chose, mais pour la financer, c'en est une autre. Donc, de toute façon, le coût à charge de la commune est impossible à mettre en adéquation avec nos possibilités. Ben oui, 25 millions. 25 millions, C'est ça. voilà. Et il y a de ça, attends, 25 millions, il y a de Ouais, ça, il y a peut-être 10 ans en arrière. Maintenant, on doit être au-delà de 30. Mais surtout, on regarde les 9 millions qui vont représenter quelque chose pour les habitants, là, c'est 25 millions qui vont permettre aux voitures de circuler. Exactement. Et avec un autre facteur, il y a beaucoup de circulation, ça pose des problèmes, c'est vrai. Mais nos commerçants, ça leur permet de vivre aussi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que toutes les villes où on a mis des déviations en place, c'est une catastrophe pour les commerçants. C'est le département qui doit faire les travaux et payer ces travaux-là. Donc, voilà. Et oui, à 50%. Sans vouloir parler à la place du président du département, je ne suis pas du tout sûr qu'il ait les moyens pour financer ça en ce moment. Autre question. Quelle est la fourchette de l'excédent de fonctionnement prévu chaque année de la mandature actuelle? Alors, donc, nous resterons attentifs à ne pas s'approcher du seuil plancher des taux d'épargne brut, qui est de 8%, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Quelle est la fourchette de la capacité d'autofinancement de la commune sur la présente mandature? Idem pour la CAFNET, nous surveillerons les seuils planchers afin de pouvoir financer suffisamment nos investissements. Quelles sont les actions prévues par le maire pour réduire la charge du personnel représentant 47% du total des dépenses de la commune, alors que ce pourcentage est pour les meilleures communes de taille comparable à Saint-Chéron se situe entre 35 et 40% et ne dépasse pas 42% en général? Alors, les dépenses de personnel qui représentent en 2021 53,30% des dépenses réelles de fonctionnement, quand dans les communes de la même strate, ce pourcentage s'élève à 57,98%. La commune reste toujours en deçà des communes de la même strate. Et ces éléments, vous l'aurez aussi sur le CA, les informations générales, lors du prochain conseil. Merci de donner des explications sur le chapitre 012 dont les montants total 2462 € et l'évolution de 6% qui sont, selon Saint-Chéron en avant, trop importants pour une commune de la taille de Saint-Chéron et compte tenu du niveau d'inflation actuel. Je ne sais pas si on a compris Moi non plus. l'inflation. Alors, je l'ai dit dans le ROB, une partie de l'augmentation est le fait de l'État,
plus 2%, avec la revalorisation des catégories C, relèvement des grades et octroi d'un an de réduction d'ancienneté, et puis les compléments de salaire dus aux élections et la création de 2 postes, dont un subventionné à 50% par la CAF. Ça s'arrête là. Pour moi. Pas d'autres interventions. Donc, je vous propose de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et de l'existence du rapport sur la base duquel se tient ce débat. C'est un débat, mais on doit voter. C'est la particularité du débat d'orientation budgétaire. Ah oui, on vote. Ah, on est d'accord. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Rapport. Mais c'est toujours la même discussion, mais tous les ans Tous et les ans. partout. Voilà. Alors, le point numéro 2, c'est le même exercice, le débat d'orientation budgétaire, mais pour ce qui concerne l'eau. Je vous rassure, ça va être plus court. Surtout dans la plus beaucoup. J'ai plus beaucoup d'eau, donc. Donc, le rapport d'orientation budgétaire de l'eau. Alors, le budget de l'eau. Le service de l'addiction en eau potable est confié à un délégataire de service public, le DSP. La société Veolia a été titulaire de cette délégation depuis le 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2031. Le financement de ce service et de certains investissements donc, sont assurés directement par les délégataires à travers la facturation aux usagers. La partie investissement, extension de réseau, mise aux normes des stations de pompage et des réservoirs, gros travaux sur les réseaux, est quant à elle assumée par la commune et donc financée par la redevance prélevée sur les factures aux usagers. La surtaxe au profit de la commune est de 0,27 € le mètre cube depuis le 1er juillet 2019. En section de fonctionnement, à ce titre, le conseil municipal vote chaque année un budget eau potable à la suite des orientations budgétaires, donc le fonctionnement, avec des recettes de fonctionnement qui sont alimentées d'une part par les créations de branchements eau, qui devraient s'établir pour 2021 à hauteur de 2 K €, et d'autre part la surtaxe eau pour un montant estimé de 56 K €. En baisse, due à la fluctuation des impayés d'une année sur l'autre et à un rattachement trop important en 2020. Pour la partie dépenses, concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la délégation du service public pour un montant de 7 K €. Et enfin, au même titre que les années précédentes, les amortissements qui représentent 98 K €. Ça, c'était pour le fonctionnement. Donc, pour l'investissement, des recettes principalement alimentées par les amortissements, 98 K €. Et les dépenses d'investissement sur 2021 ont été suivantes. On a repris la canalisation au cours de l'église pour 75 K €, les bandes de puisage impasse du Cresson pour 6 K € et reprise du regard de rue Boileau, pour 12 K €. Ça, c'était pour 2021. Les orientations pour 2022, en fonctionnement, au même titre que les autres années, on aura les recettes qui comporteront la surtaxe du fermier et les branchements d'eau. Et les dépenses seront constituées principalement par les honoraires pour le suivi du contrat de délégation de service pour 8 K € et par les dotations aux amortissements pour 102 K € pour cette année. Un montant sera prévu pour l'entretien et les réparations pour 10 K €. Au même titre que le budget, on nous a demandé les évolutions des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, je vous laisse lire le prévisionnel de 2022 à 2026 avec une progression à peu près de en investissement maintenant. Continuité donc des travaux de branchement sur les changements sur nos canalisations de voirie que l'on fait au fur et à mesure. Les réflexions sont en cours avec Veolia pour des programmations plus importantes, mais pour l'instant nous n'avons pas les résultats des courses, on va dire. Donc on va essayer de faire un projet sur 2 ou 3 ans pour avoir quelque chose de plus conséquent, pour utiliser les années précédentes.
Alors, l'État nous demandait aussi l'évolution de nos remboursements de la dette, comme il n'y en a pas sur le nom. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'eau. C'est tout. Des remarques? Des interventions? Non? Avec une personne qui s'apprécie. Ah oui. Jean-Claude, C'est Jean-Claude qui s'apprécie. Mais nous avons quand même une question de Saint-Chéron en avant. Ah, on est rassurés. Commentaire de Saint-Chéron en avant sur le service de la production d'eau confié à Veolia. Nous constatons un niveau élevé du prix du mètre cube d'eau potable distribué aux administrés liés aux prestations facturées par Veolia, 4,83 € le mètre cube, et par la commune, 0,27 € le mètre cube. Et demandant à monsieur le maire quelles actions il compte engager pour en réduire le prix du mètre cube d'eau facturé aux administrés. Merci d'expliquer SVP le premier alinéa de la section de fonctionnement concernant les recettes de fonctionnement et notamment pour la surtaxe eau de 56 € et le rattachement de 2020. Trop important certes, mais par rapport à quoi? Et la deuxième partie de la question, quelle est la longueur de reprise de la canalisation Cours de l'église? alors attends. Alors, les rattachements d'une année sur l'autre. Moi, je parle partie comptable, hein, parce que le domaine du tarif, machin, je pense qu'on a déjà répondu depuis longtemps. Les rattachements d'une année sur l'autre sont une projection des recettes attendues de l'année N en N+1, donc les 5 derniers mois de l'année, puisque c'est facturation 6 mois, mais à cheval sur 2 exercices. Or, en 2020, nous avions provisionné 30 000 €, et on a reçu en 2021, en fait, à ce titre de 2020, 26 € et une réduction d'impayé de 4 000 €, soit 22 €. Donc, ces 8 000 € d'écart impactent effectivement l'exercice 2021, puisqu'on a trop provisionné en 2020. Et en plus, nous avons un nombre de raccordements réseau plus important sur 2020 qu'habituellement. Alors, le prix de l'eau, je lis jusqu'au bout, hein? On va prendre la suite. Oui, vas-y. Oui, ça me fait plaisir pendant le temps. Moi, je suis triste, je parle pas d'eau. Donc, pour la partie prix d'eau, en fait, il s'agit d'un commentaire. On commence comme ça. Commentaire de Saint-Chéron. Donc, c'est un commentaire, c'est pas une question. C'est une réponse. On fait que sur le prix d'eau, c'est un point qu'on a traité à plusieurs reprises. On ne va pas y revenir une fois de plus. Pour ce qui concerne en fait les travaux de raccordement en eau de la cour de l'église, en fait, il s'agit d'un remplacement de canalisation sur 53 mètres linéaires avec donc une reprise de 8 branchements, qui étaient des vieux branchements au plomb qui ont été supprimés et remplacés. D'autres remarques? Non. Alors, comme tout à l'heure, je vous propose de prendre acte du débat d'orientation budgétaire et nous allons voter sur aussi l'existence du rapport sur la base duquel se tient le débat. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Le point numéro 3. Provision pour créances douteuses. Alors, à la demande de la trésorerie, ils nous ont sorti des créances qui datent de Mathusalem sur divers particuliers, PPS, cantine, école de musique. Donc, comme il y a certains règlements qu'on n'en a plus du fait de l'antériorité, on va donc constituer un global de provision créances douteuses pour 4 938,43 et on va constituer une provision alors de 100% pour les années 2010 et 2011, 50% antérieures à 2017 et 15% sur 2017-2019. Donc le montant de la provision, je dois l'avoir derrière, de 1462,26 de provision. Voilà, mais on demandera bien évidemment à l'ATP de nous justifier ces montants impayés.
Ça, c'est, oui, Ils ont des problèmes de relance. Hein. c'est ça. Ils relancent une fois, ils oublient au bout de 3 ans, 4 ans de relancer. Donc c'est un peu compliqué. Pardon? Ah non, avec le Trésor public, c'est jamais prescrit. Jamais. Ils ont relancé cette année alors qu'ils n'avaient pas fait depuis 4 ans. Donc ils s'aperçoivent que personne ne répond, bien évidemment, parce que nous, on ne sait pas à l'avance ce genre de choses. Et donc là, ils se disent, faut peut-être les passer en été. Bah oui, mais c'est un peu dommage. Il aurait fallu nous le dire avant et faire des actions un peu. Et c'est aussi pour ça qu'on provisionne que 15% sur celle de 2017 et 2019. Bon, il faut faire des efforts. Parce que si on met 100% tout de suite, j'ai peur que la trésorerie ne se mobilise pas beaucoup pour récupérer l'argent. Alors qu'ils peuvent faire des ATD sur les salaires, donc il n'y a pas de raison. C'est pareil, mais là, si tu veux, à chaque fois qu'on a un trésorier nouveau, on ressort des trucs. C'est pas tout ça, c'est vrai. Pas d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Le point numéro 4, c'est la rationalisation des règles, des suppressions et des modifications. Un peu comme tu veux. J'ai plus beaucoup de voix, mais. Bon, mais je vais faire alors. Ah, bah, ça me plaît. Oui, c'est une demande de la DDFIP de rationaliser les régies municipales. Ça, c'est un sujet assez récurrent depuis pas mal d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régies, c'est très pratique au niveau du fonctionnement pour les collectivités. Par contre, il y a quand même des contraintes et des risques aussi. Donc, ce qui a été décidé, c'est de revoir la totalité de nos régies municipales. Et pour ça, on vous propose de supprimer la régie de recettes photocopie produits divers, la régie de recettes fêtes et cérémonies, de supprimer la régie de recettes emplacement marché forain, et de modifier la régie d'avance, fêtes, cérémonies et administration générale pour la transformer en régie d'avance et de recettes. Et de nommer la nouvelle régie d'avance et de recettes, activités annexes et administration. Et cette régie va regrouper les activités de la régie fêtes et cérémonies, photocopie, produits divers, emplacement, marché, forain. Et la date d'effet est prévue au 1er avril 2022. Quand je dis ça, je suis sûr que vous avez tout compris. En fait, c'est très simple. Il y a des régies qui existent. On va en supprimer certaines pour les regrouper. Ça permet à la DGFiP d'avoir moins de travail. Voilà. Ils gèrent qu'une régie de leur côté aussi. C'est ça. Les régies, en fait, c'est quand on touche l'argent en direct des paiements des habitants. Des habitants qui viennent payer le périscolaire avec leur carte bleue. Là, la mairie, elle touche directement l'argent, alors que d'ordinaire, c'est le trésor public. Donc, on a un régisseur, on doit justifier des sommes encaissées par la mairie en direct. Il faut savoir, quand je parlais de risque tout à l'heure, c'est que le régisseur est responsable sur ses deniers personnels. Du fait d'une délégation du trésorier public. Donc, il doit rendre des comptes au trésorier public directement. Pour avoir le moins possible de contacts, ils nous ont demandé de réduire le nombre de régies dans toutes les collectivités. Le trésorier public. Bien sûr, les gens ont un récépissé. Et après, quand ils ont du cash, maintenant, ils sont obligés d'aller le déposer à la poste ou à la banque. Enfin, voilà, à la poste maintenant, voilà. Et après, ils font le pointage des comptes de la régie avec le trésorier public. Question? Simplification. Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? Une abstention. Une abstention. Le point suivant, la création du tarif pour l'ouvrage sur la commune de Saint-Chéron. Alors, comme vous le savez tous, parce que vous l'avez tous lu, un livre intitulé Saint-Chéron au temps de la Troisième République, qui avait été fait par Jean-Pierre Lochard, André Gaille et Josette Moreau. Et ce livre a été réédité après un travail de toilettage, de correction. Et là-dessus, je tiens à remercier publiquement Jean-Pierre Lochard,
puisqu'il a passé 1 an sur cet ouvrage pour la mise à jour. Et donc, ce livre, on va pouvoir le vendre, et pour ça, il faut qu'on crée un tarif. Donc, on vous propose de fixer le tarif à 10 € par ouvrage. Et on reparle encore des régies, parce qu'il faut autoriser la vente de cet ouvrage sur les régies communales, donc la régie activité annexe et administration, et la régie bibliothèque. Des questions? Oui? Est-ce qu'on sait par avance quel sera le nombre de Le tirage, Le tirage, ouais. 500. 500. Le dernier Déjà. tirage date d'il y a 20 ans. Ouais. Il reste- Disponible en bibliothèque. Pardon. Est-ce qu'il y en aura un disponible en bibliothèque? À consulter, tu veux dire? La bibliothèque va en acheter. Non, mais tu peux en acheter. Hein. Ah, mais- Je peux en acheter une. À la bibliothèque, oui, tu peux. Je suis sûre que tous les Saint-Germainais ils n'auront pas la chance de l'avoir. Si tous les Saint-Germainais veulent l'acheter, il va falloir qu'on sache rapidement, parce qu'il va falloir le faire. On va faire un retirage. Combien 500 début. 500. Ouais. C'est très intéressant à lire. Voilà. D'autres questions? On va le découvrir. Non? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Ensuite, nous avons 2 points ressources humaines. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez eu les délibérations qui ont été modifiées suite à des modifications d'articles réglementaires. Donc en fait, la première, donc, c'est le recrutement pour accroissement temporaire ou saisonnier d'activité au titre de l'année 2022. L'idée de cette délibération, c'est qu'avec ça, on peut créer des emplois non permanents. C'est du travail saisonnier, souvent on a ça l'été. Et l'intérêt de cette délibération, c'est qu'on la prend pour l'année. Et avec ça, on peut créer des postes dès qu'on en a besoin. Par contre, on limite quand même, puisqu'on précise qu'on crée au maximum 4 emplois à temps complet et 4 à temps non complet. On sera adjoint d'animation, adjoint technique, adjoint administratif, adjoint du patrimoine, relevant de la catégorie extra. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la deuxième, c'est la même chose, mais pour recruter des agents contractuels de remplacement pour des congés annuels, des congés de maladie, des congés de longue durée, des congés maternité, congés parental, des congés de solidarité familiale, ou de service civil ou national, et d'autres congés régulièrement octroyés en application des dispositions réglementaires applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc, nous avions terminé l'ordre initial, l'ordre du jour initial. Donc là, maintenant, la subvention, c'est ce qu'on vous a mis sur table. Suite à ce que j'ai pu dire au début de la séance tout à l'heure. La Croix-Rouge française est mobilisée complètement actuellement pour les réfugiés ukrainiens et surtout aux frontières de l'Ukraine. Et ça demande, puisqu'il y a quelques jours, on en était à organiser des collectes. On fait toujours les collectes, c'est sûr. Mais le besoin immédiat, c'est plus des dons financiers. Puisque la Croix-Rouge, travaillant évidemment avec le CICR et les Croix-Rouges des pays limitrophes de l'Ukraine, elle sait exactement ce qu'elle a besoin et actuellement, ils ont des besoins financiers tout simplement parce que les produits dont ils ont besoin ils sont disponibles, il faut les acheter. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on vous propose, c'est de voter une subvention exceptionnelle de 1 000 € et on va prendre sur la ligne budgétaire, sur l'enveloppe des subventions aux associations. Vous avez des questions? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc
Donc, l'ordre du jour est terminé. Nous avons une série de questions diverses. On va commencer par Ensemble pour Saint-Chiron. La première question, lors du CM du jeudi 3 février, nous demandions si nous avions connaissance du coût des prestations. Monsieur Boyer a apporté une réponse qui nous convient, mais n'est pas complètement reprise dans le PV, page numéro 5. En effet, il manque l'explication concernant le centre interdépartemental de gestion et des missions du CIG. Serait-il possible de compléter dans le prochain PV ces informations? Alors, là, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que cette question-là, on mieux valu l'aborder au moment du vote du PV. Alors, le complément d'information, on va vous le donner, vous l'aurez dans le PV. On vous a sorti toute la description du CIG et ses missions. Donc, il y en a une page entière. Voilà, donc on vous la mettra au compte rendu. Ensuite, question numéro 2. D'après nos informations, il semblerait que le guichet de la gare fermerait définitivement courant juillet. Pouvez-vous nous le confirmer? Alors, ce que je peux confirmer, c'est que c'est la volonté de la SNCF de fermer le guichet de la gare de Saint-Chiron, qui est annoncé pour juillet 2022, comme la plupart des gares de la lycée, puisqu'il en resterait en gros, sur notre périmètre du Sud-Essonne, il en resterait 4 ouvertes, mais avec aussi des fermetures le week-end pour certaines. Question numéro 3. Nous déplorons que la SNCF supprime les guichets pour installer des bornes automatiques, privant ainsi les usagers d'un véritable service public en voie de disparition pour des raisons uniquement économiques, alors que pour le respect de l'environnement, il est prévu de développer les transports en commun. Comme évoqué lors du précédent conseil municipal, cette situation risque d'engendrer de graves problèmes de sécurité au moment des sorties scolaires. Monsieur le maire, vous souhaitiez une réflexion globale qui implique les collectivités locales impactées par ces mesures. Y a-t-il eu une rencontre avec le bureau de la CCDH sur ce point et peut-on en connaître la teneur? Alors, ce que je peux préciser déjà, c'est que les rencontres avec le bureau de la CCDH, j'en fais puisque je participe à toutes les réunions du bureau de la CCDH. Alors, sur ce point particulier, les communes de l'Interpo se sont regroupées et on a voté unanimement une motion contre la réduction des horaires et la fermeture des guichets dans les gares de la lycée. Et ça, je me tourne vers Trouvel. La motion a été votée au dernier conseil communautaire, c'est-à-dire lundi. En plus, les parlementaires ont envoyé un courrier de protestation au PDG de la SNCF et les maires des communes qui sont situées sur la ligne C ont co-signé un même type de courrier qui a été adressé également au PDG de la SNCF. Et là maintenant, nous attendons des réponses à ces courriers et bien sûr, que ce soit les maires ou les parlementaires, on sera vigilant sur l'évolution de cette situation parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est totalement inadmissible qu'il n'y ait plus de personnes dans les gares. Je vous dis que les autres intercommunalités ont fait la même démarche, que ce soit Jouy-Renard, des temps ou Cœur des Sols. Question numéro 4. Pour la sécurité de nos enfants, le Clos Guiraud a été fermé. Qu'a-t-il envisagé pour la rue du Moulin? Alors moi, pour l'instant, je n'ai eu aucune demande dans ce sens concernant la rue du Moulin. Surtout qu'à l'époque, en tout cas, il y a fait maintenant quelques années, au moment où le pont avait été construit au niveau de l'Orge, il avait été décidé que la rue du Moulin était en sens unique, justement pour la sécurité des enfants et éviter, parce que je rappelle pour les plus anciens, à une époque c'était à double flux. Et donc il y a eu un espèce de sens de circulation qui a été fait entre la rue du Moulin et la rue pardon? Oui, enfin au-dessus, oui, Chantropin. Donc ça faisait rue du Moulin, rue du Gué, rue Chantropin, pour ça faisait une espèce de circuit comme ça. Donc aujourd'hui, il y a eu des ralentisseurs d'installer, et ça c'était à l'époque de Jocelyne, puis les ralentisseurs avaient été installés rue du Moulin, des pavés berlinois. Après, je suis surpris parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai encore vu une voiture à contresens d'ailleurs. Ça arrive encore un peu, mais des fois c'est plus rapide. Avec des A, alors je me dis que c'est parce que ça peut encore commencer à marcher les flèches. Ah oui. Mais blague à part, s'il y a un sujet sur la rue du Moulin, je veux bien le savoir. Oui, bah oui. Je la maîtrise un peu celle-là. Question numéro 5. Dans le contexte européen actuel, la mairie de Saint-Chiron envisage-t-elle de soutenir l'Ukraine par différents procédés, comme en hissant le drapeau ukrainien? Il
trop tard, il est déjà. En outre, en plus de cet acte symbolique, la commune s'est organisée dès mardi pour accueillir des dons alimentaires en produits d'hygiène, vêtements et couvertures. La liste exhaustive est disponible sur le site de la mairie dans l'appel aux dons. D'ailleurs, je peux même vous préciser que suite à la dernière réunion avec la préfecture, la liste a été modifiée, puisque actuellement les vêtements ne sont plus demandés. Et ça, c'est cet après-midi. Les dons alimentaires, Alimentaire aussi. On en avait parlé, Alimentaire aussi. alimentaire, c'est pareil. Oui, l'espoir. le CDH dès le départ avait dit. Ah, mais bien sûr. Donc après, pour revenir à cette collecte, le département actuellement est en phase de réflexion en liaison avec les EPCI, l'Union des maires de l'Essonne, pour organiser l'acheminement des dons, puisque la plateforme d'où partiront ces dons est située à Orléans. C'est la protection civile qui gère, et actuellement une réflexion en cours. On en a parlé aussi au niveau de la CCDH, de se regrouper éventuellement, puisque si ça peut aider, nous avons des véhicules, de faire des rotations, voilà. Et comme j'ai dit, emmener du matériel à Évry, on peut peut-être l'emmener directement à Orléans, on ira peut-être plus vite. Et si on te permet, la CCDH, elle a ouvert aussi des points de collecte sur ces sites hors gymnase, puisque on préfère quand même qu'il y ait une surveillance. Donc les crèches, les centres de loisirs, les rames et le SAC. Et le siège de la CCDH, bien sûr. Question numéro 6. Des questions de prise en charge des migrants ukrainiens sont-elles à l'ordre du jour ou en discussion avec l'Association des maires de France? Alors, ce que je précise actuellement, c'est que c'est surtout la préfecture, et ça date d'hier, a commencé un recensement des possibilités d'hébergement, justement, et de prise en charge des réfugiés. Donc, nous, ce qu'on a proposé, nous avons un logement d'urgence au-dessus, donc on va le proposer pour ce type d'action. Par contre, ce qu'il faut peut-être dire, Jean-Marie, si tu me permets, c'est que toutes propositions individuelles ne sont pas trop pour, dans le sens où les gens voudraient peut-être les garder que 15 jours, 3 semaines. Et là, au niveau rotation, c'est pratiquement impossible. Donc, ils préfèrent avoir des situations vraiment pistes. Et d'ailleurs, ça a été précisé dans la fiche d'hébergement à remplir pour ceux qui proposent des logements, de préciser la durée de la possibilité d'hébergement. Parce qu'ils doivent assurer un suivi, notamment social, évidemment, et administratif aussi. Ce que la préfecture recherche aussi, c'est des interprètes. Ça, on va en avoir besoin. Moi, je suis assez étonnée parce qu'ils parlent vraiment très bien de notre langue. Oui, mais comme nous, on parle pas bien la leur. Ouais, non, mais c'est vrai, des liens avec la France. Par rapport à nous. On va dire bonjour et... Question numéro 7. Le virage entre les rues du Coteau Sud et celle de Blancheface Cheval Blanc est extrêmement dangereux. Est-il prévu d'y installer un miroir? Pour le moment, moi, j'ai pas eu de demande dans ce sens-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment eu des incidents. Je suppose que, enfin, moi, c'est ce que je fais quand je passe par là. J'adapte ma vitesse et je fais attention. Après, j'ai pas de demande là-dessus. Et puis installer ce genre de miroir, en l'occurrence, il n'y a pas non plus de quoi les installer. C'est ça. Après, on va l'installer sur la maison privée. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Sur le domaine public. Oui, mais je sais pas pourquoi, les trottoirs déjà sont pas bien épais. Si en plus on rajoute un pilier, on met les gens sur la route. Du coup, là, c'est quand même pas sur le Comment? Mais pas au niveau du carrefour, enfin pas à ce niveau-là. Comment? Oui, je veux bien que c'est sur le trottoir qu'on le met. Enfin, je pense bien qu'on va pas mettre au milieu de la route, mais je veux dire sur ce trottoir-là, à l'endroit de ce que vous indiquez comme étant le virage, il n'y a pas de pilier. Et comme dit Jean-Marie, pour le coup, et moi j'y passe aussi assez régulièrement. C'est le poids lourd aussi qui passe aussi. Ouais, Et comment? Pas mal de poids lourds qui passent par là. C'est des poids lourds. Vous l'arrachez en moins de 2, les poids lourds. Bah non, c'est vrai, c'est pas du tout pratique quand même. C'est par là. Ouais, le virage fait que pour le coup, il y a du ralentissement de vitesse. Je suis pas sûr que s'il y avait un miroir et que les gens voyaient qu'il n'y avait rien, parce qu'il y a quand même un stop quand tu arrives de Blancheface, un stop, qui coupe
qui arrête aussi la circulation. Donc quand tu remontes vers le cheval blanc, ça coupe la circulation sur ta droite déjà. Et par définition, quand tu prends la route du côté au sud, toi tu as priorité puisque celui qui arrive de ta gauche va laisser la priorité à ta droite. Aujourd'hui, je vois pas trop le. Mais moi, je pense qu'il faut rien mettre parce que c'est un moyen de faire ralentir les voitures. Oui. Alors que si on met quelque chose, ça va de le faire accélérer. Je suis pas certain que ce soit judicieux. Question numéro 8. Où en est le projet de recyclage des masques que nous avions évoqué au précédent CM? Donc les conteneurs, ils sont arrivés, ils sont en place, il y en a à la mairie, il y en a, je pense qu'il va en avoir qui vont être mis dans les cantines quand l'école va reprendre. On est sur les sites communaux. Chaque conteneur a une contenance de 350 masques et quand ils seront pleins, on appelle le prestataire et il viendra les chercher. Ensuite, les questions de Saint-Chéron en avant. Juste une petite question sur la dernière question, la réponse que vous avez apportée. Est-ce que c'est recyclé? Bien sûr, bien sûr. C'est une filière de recyclage. C'est le but. C'est une filière de recyclage. Hein. Ils récupèrent les masques et Alors, selon les filières, ça part pour faire des t-shirts, pour faire des choses diverses et variées. On peut faire des matériels scolaires aussi. Et là, c'est du pare-choc de voiture, a priori, de recyclage. Ouais. Alors, les questions de Saint-Chéron en avant. Question numéro 1. Compte rendu du 16-12-2022, assurance de la commune. Le nombre de voitures assurées par la commune et concernées par la cotisation mentionnée par M. le maire lors du CM du 16 décembre 2021 est de 26 voitures. Quelle est la répartition de ce nombre de voitures important pour une commune de 5200 habitants environ? Donc la réponse, on l'a déjà apportée au conseil du 3 février. Donc j'invite M. Le Vert à lire les comptes rendus. Question numéro 2 et 3. Quelles sont les actions décidées suite à la réunion de janvier 2022 rassemblant les différents partis concernés, le syndicat de l'eau, le CG 91 et les services techniques de la mairie? Pour quelle raison le service technique répond au CG 91 d'avoir procédé au curtage du fossé permettant aux eaux pluviales de se diriger vers la mare de la Petite Beauce, servant de bassin de décantation en cas de forts orages, alors que rien n'a été réalisé par les services techniques pour ce fossé public? Alors là, moi, tu veux répondre, Jean-Claude, ou... Oui, en fait, moi je dis, j'arrive pas à comprendre la question. On est d'accord. Donc, alors d'abord, en fait, je vois pas une réunion en janvier entre le syndicat de l'eau. Le syndicat de l'eau, je connais pas. Moi, je connais le syndicat de l'eau. Le syndicat de l'eau, je sais pas, c'est Veolia. Voilà. Le CG 91, le service technique, je vois pas à quoi il fait référence. Ensuite, en fait, le service technique aurait dit au CG 91 avoir procédé au curtage d'un fossé permettant aux eaux pluviales. Enfin, je suis désolé, mais on est où, quoi, hein, en plus, donc c'est un fossé qui, plus loin, dit que c'est un fossé public. Alors le fossé que moi j'entrevois, c'est un fossé privé. Donc je vois pas pourquoi la commune aurait dit donc, au département qu'elle allait faire un curtage d'un fossé privé. Hein. Donc, Monsieur Le Vert, je suis désolé, mais il faut qu'il vérifie ces informations. Quoi, hein, parce que là, Ça ressemble à des informations, comme on dit, du catégorie. donc voilà. Question numéro 4. Suite aux récentes nouvelles mesures décidées au niveau national pour lutter contre la Covid-19, Monsieur le maire a-t-il envisagé de mettre en place un purificateur d'air dans les espaces où les enfants ne portent pas les masques, tels que les cantines scolaires? Alors, ça, il me semble que j'avais déjà expliqué que les purificateurs d'air, comme les détecteurs de CO2, ça coûte cher, même s'il y a une subvention. Et en plus du coût de l'installation, après, il y a un coût de maintenance derrière. Et comme j'ai déjà dit, dans les espaces concernés, il y a des moyens d'aération, il suffit d'ouvrir les fenêtres. Et je pense que la responsabilisation des adultes qui sont là est suffisante pour que ça fonctionne. Surtout que, d'après les dernières infos qui sont d'aujourd'hui à 13h, dans une douzaine de jours, on enlève le masque.
Question numéro 5. Le maire peut-il donner les justificatifs qui lui ont permis de signer récemment le permis de construire d'immeuble sur un terrain où Saint-Chéron-en-Avant avait proposé il y a quelques années de construire une résidence de 34 logements destinée aux seniors de Saint-Chéron, de demeurer dans un logement à proximité du centre-ville de Saint-Chéron au lieu de s'expatrier dans les communes voisines? Alors, la réponse va être très courte, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucun permis de construire qui n'a été délivré sur cette parcelle. La question numéro 6. Pour quelle raison le représentant de la municipalité de Saint-Chéron présent au comité syndical de l'Orge le 25 janvier 2022 n'est pas intervenu pour demander des actions de réduction des risques d'inondation pour canaliser les eaux du ruissellement agricole vers les bassins de rétention existants dans un premier temps comme dans notre commune? Je te laisse répondre, Jean-Claude. Oui, je pense que ça me concerne un petit peu. Un peu, oui. Alors tout d'abord, un premier point. Alors, il est fait référence à un compte-rendu du comité syndical, du syndicat de l'Orge. En fait, lors de ce comité syndical, dans les notes d'information, il y avait effectivement un point qui était traité sur le traitement du ruissellement agricole. D'accord ? Ce point, bon, je vais revenir dessus après, mais c'était simplement pour annoncer qu'il y avait un groupe de travail, donc c'était comme ici. C'est un point d'information, donc ça n'ouvre pas à débat, hein, ni à discussion, hein, c'est une information. Hein, je dirais, du même ordre, il y a une information sur l'impact du Covid au niveau du syndicat, etc. Ce sont des informations qu'on donne au comité syndical. Il est bien évident que ce point-là a été traité en amont lors d'un des bureaux syndicaux. Il se trouve que je suis aussi partie des bureaux syndicaux, donc on a eu l'occasion d'en débattre, de discuter de cet aspect-là, qui est un phénomène, enfin un traitement nouveau au niveau du syndicat. Donc jusqu'à présent, il n'y avait aucune réflexion sur ce sujet. Donc, alors, le statut, c'est quoi? C'est qu'à la demande de plusieurs communes, dont la nôtre, donc le syndicat de l'Orge a mis en place, il y a plusieurs mois, un groupe de travail sur la gestion des eaux de ruissellement agricole. Donc, à la suite de quoi le syndicat a initialisé 2 études. Donc, il s'agit d'une part d'une étude sur le ruissellement rural et d'autre part une étude sur la vulnérabilité de l'ensemble du territoire aux inondations. Le syndicat de l'Orge, le CIAVI, alors en fait, c'est le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette et le parc naturel régional de l'Haute-Vallée de Chevreuse sont co-maîtres d'ouvrage de ces études. Une enquête est actuellement en cours pour faire l'état des lieux commune par commune et on a reçu les documents qui concernent la commune de Saint-Chéron et on doit travailler dessus puisqu'on a un timing très court pour rendre direct copie, à savoir qu'on a maintenant 12 jours. Il reste les nuits aussi. 12 jours et 12 nuits. On a entamé un peu les week-ends. Donc, en fait, pour être clair, c'est effectivement un phénomène quand même qui est nouveau, hein, qui est lié en fait, quelque part au dérèglement climatique, qui fait qu'on a des pluies qui sont beaucoup plus violentes, donc des problèmes d'absorption des pluies, de l'eau au niveau des terres agricoles. Ça génère des ruissellements qui vont sur les voiries, qui vont dans les propriétés privées, etc. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Jusqu'à présent, effectivement, globalement, dans le bassin parisien, en Île-de-France, ce n'était pas franchement pris en compte. Et donc, suite aux événements récents, il y a eu un certain nombre de réactions, hein, d'analyses de fait, qui vont déboucher sur des actions qu'on espère concrètes. Voilà. Question numéro 7. Dans le cadre des élections présidentielles, monsieur le maire peut-il expliciter son choix de parrainage? Donc ça, il me semble que j'avais déjà répondu à la même question lors du conseil du 16 décembre 2021. Donc, si monsieur Le Vert ne sait pas quoi faire, il peut lire les comptes rendus. Question numéro 8. Quels sont les objectifs et la nature des travaux de réhabilitation de la rue des Herbages prévus par le syndicat de l'Orge? Bon, On tourne vers le représentant du syndicat de l'Orge. J'ai pas eu grand-chose sur l'eau potable, mais là, c'est... en fait, il s'agit de la rénovation du collecteur d'eau usée qui passe dans la rue des Herbages. Donc, ça va concerner un tronçon qui part en gros de la gare jusqu'au passage à niveau. Pour l'instant, c'est un avant-projet.
le syndicat a sélectionné en fait le maître d'œuvre qui lui a travaillé sur le projet détaillé et le dossier est en cours d'étude de financement. Donc c'est des travaux qui pourraient commencer à la fin de l'année. On n'a pas de timing précis, en sachant que préalablement aux travaux, comme d'habitude avec le syndicat d'Orge, il y a des réunions de fait avec des membres de l'équipe communale de façon à bien voir les contraintes, les périmètres, etc. La question numéro 9, quelle est la date prévisionnelle du prochain CM? Là, je peux répondre positivement, il est fixé au 24 mars 2022. Ça sera le conseil où nous allons voter le budget. Donc, Est-ce qu'il y aura des provisions pour les dépenses imprévues? Qu'est-ce qu'il y aura dans les dépenses imprévues? Alors, bah, écoute, Alors, quelles sont les dépenses imprévues? Est-ce qu'il y a possibilité de changer non, ça c'est impossible. Alors ça c'est impossible. ça va être compliqué. C'est pas là? Parce que vous avez derrière, vous avez les élections, et vous voyez la table qui est derrière vous, là, elle s'occupe des élections, et pour elle, c'était le dernier carat. On a quand même des délais pour voter le budget. Et puis on a des délais pour voter le budget, on ne peut pas le voter comme on veut. Des procurations. Voilà. mais si personne de l'équipe n'est là, On donne procuration. C'est une question de confiance. Voilà. Donc il est 22h27. Je vais donc clore cette séance. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Voilà, c'est un fort.